Alors, à l'aide du document page 70 de votre manuel, vous pouvez voir que la Belgique, elle, va obtenir son indépendance comme la Grèce la même année, hein, en 1830, alors que, d'après ce manifeste de l'Association nationale belge le 28 mars 1831, la Belgique était sous domination hollandaise, hein, puisqu'il dit ici, nous, c'est seulement au roi de Hollande et un peuple fatigué du joug que nous avons affaire. Donc, la Belgique, depuis le 25 août 1830, était l'objet, notamment à Bruxelles, de manifestations libérales et nationales. En septembre 1830 a lieu une révolution victorieuse à Bruxelles et donc l'indépendance de la Belgique est officiellement adoptée le 4 octobre 1830 et Léopold Ier deviendra le premier roi des Belges en 1831. Malgré tout, en 1831, et c'est l'objet aussi de ce manifeste de l'Association nationale belge, il y a une tentative d'invasion hollandaise qui sera arrêtée à l'aide militaire de la France. C'est-à-dire qu'il y a quand même une tentative de restaurer l'ordre par la monarchie hollandaise, mais qui échouera. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi aujourd'hui les relations sont parfois un peu houleuses, notamment dans le domaine sportif, entre la Belgique et la Hollande. C'est normal puisque la Hollande est l'ancien pays qui dominait la Belgique. Donc pour la Belgique, l'indépendance est obtenue, donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, finalement, est respecté, même si c'est une notion qui apparaîtra plus tard, évidemment, mais cette notion, en tout cas, est respectée en Belgique. Par contre, en Pologne, la révolution est manquée, alors que la Pologne donc, est divisée entre trois États, hein, notamment des États autocratiques, hein, avec des pouvoirs monarchiques très forts, comme en Russie avec le tsar, ou en Autriche avec l'empereur, en Prusse avec le roi. Eh bien, la Pologne qui avait connu un temps le Grand-Duché de Varsovie avec Napoléon, n'existe plus en tant que tel. Et le 29 novembre 1830, donc inspiré par l'insurrection française, a lieu une insurrection en Pologne. Mais cette insurrection qui provoque un temps la fuite du grand-duc Constantin euh, qui gouverne la Pologne, cette insurrection va échouer en fait du fait des divisions, notamment entre Polonais, et notamment entre deux courants principaux polonais, qui sont les monarchistes et les républicains, qui vont s'opposer, se déchirer, ne pas réussir à s'entendre. Et finalement, le 8 septembre 1831, Varsovie va être prise par les Russes. Et plus de 8500 Polonais, notamment parmi les élites, hein, les meneurs de la Révolution, vont devoir s'exiler et beaucoup vont se réfugier en France, puisque la France était vue, évidemment, à cette époque, comme le pays des droits de l'homme. Et donc, cela concrétise, entre guillemets, l'échec de cette flambée qui s'était déroulée durant l'année 1830, partant des événements français, qui a marché en ce qui concerne la Grèce ou la Belgique, mais qui a échoué pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour la Pologne. Donc, globalement, c'est plutôt un échec des mouvements libéraux et nationaux durant les années 30. Mais par contre, on peut remarquer que l'ordre qui était né à Vienne, finalement, il a été remis en cause pratiquement tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma de synthèse qui vous est également distribué dans les documents que je vous ai joints sur Pronote. Donc, il est intéressant parce qu'il permet de bien résumer le début du cours. Donc, le début du cours avait commencé par, sur la gauche, le Congrès de Vienne et les souverains européens qui décident du sort de l'Europe après la chute de Napoléon. Congrès de Vienne qui s'organise autour de trois grandes décisions, hein, la réorganisation territoriale de l'Europe, donc le retour à l'ordre avant 1790, hein, et des royaumes qui récupèrent des parties de leur territoire qui avaient été conquises par les Français. L'ordre monarchique est restauré, on appelle ça la réaction. Donc on restaure l'ordre monarchique, même si ce n'est pas forcément la monarchie absolue, je pense notamment à la France, et est créé pour contrer les menaces révolutionnaires au sein des différents États européens, la Sainte Alliance, donc entre les grandes puissances qui ont vaincu Napoléon, auquel s'ajoutera ensuite la France à partir de 1818. Malgré tout, ce congrès de Vienne, eh bien, et ce retour à l'ordre ancien, eh bien, il est contesté, notamment par le développement des aspirations libérales, inspirées de Benjamin Constant, les aspirations nationales aussi, avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, il y a une contestation tout au long des années 20, des années 30, et qui reviendra par la suite dans le cours lors d'une nouvelle flambée en 1848. Donc, cette contestation, on a pu voir qu'elle avait lieu en Grèce et en Belgique avec succès,
mais par contre qu'en Italie, en Allemagne, en Pologne, en France ou en Hongrie, elle sera teintée d'échec. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que la France, qui avait été vaincue en 1815, eh bien, par le biais de ces événements de 1830 qui vont influencer le reste de l'Europe, eh bien, ça montre que la France a encore une importance particulière et que, ben, tel un phénix, elle est en train de renaître de ses cendres. Alors, après avoir vu en grand 1 l'ordre ancien face aux idées nouvelles 1814-1830, eh bien, nous allons voir en grand 2 qu'en France, c'est l'échec des monarchies constitutionnelles. Avec en grand A, la première monarchie constitutionnelle qui va être mise en place pendant le régime qu'on va appeler la Restauration, régime qui va durer de 1814, donc la première abdication de Napoléon, jusqu'en 1830, qui verra la fin de cette période qu'on appelle la Restauration et le début d'une autre période qu'on appelle la monarchie de Juillet. Donc, en petit 1, on va voir le règne de Louis XVIII. Donc, Louis XVIII, qui est-il? Eh bien, Louis XVIII, c'est un frère cadet de Louis XVI, hein. C'était l'ancien comte de Provence qui a donc succédé à son frère, Christ, qui a fini décapité, comme vous le savez, le 21 janvier 1793. Donc, Louis XVII n'a jamais régné, je répète, c'était le fils de Louis XVIII, de Louis XVI, qu'on appelait le dauphin et qui malheureusement n'a jamais régné. Donc Louis XVIII, il va essayer de chercher un compromis, justement, c'est-à-dire un accord commun entre ceux qui étaient, entre guillemets, nostalgiques de la Révolution et ceux qui sont partisans d'un retour pur et dur à la monarchie absolue. Il faut essayer de trouver un accord qui arrive à satisfaire tout le monde. Donc lui, il hérite d'un territoire en 1814 d'un royaume qui a été battu, qui a été envahi, hein. Rappelez-vous, la Sainte-Alliance est signée à Paris, donc les grandes puissances sont à Paris, le pays a été envahi, et c'est notamment néanmoins grâce aux vainqueurs qu'il a été imposé sur le trône, même s'il a eu fort peur, puisqu'il y a eu l'épisode des 100 jours, et que Napoléon a reconquis dardard son trône, et qu'à ce moment-là, Louis XVIII a vite pris ses distances avec Paris et s'est réfugié dans un royaume voisin. Donc avec Louis XVIII, en tout cas, c'est le retour au principe de ce qu'on appelle la légitimité monarchique et dynastique, c'est-à-dire que on se succède de père en fils, comme sous l'Ancien Régime, ou de père en neveu ou en cousin, et qu'évidemment, il n'y a pas de la place donnée à la souveraineté nationale. Donc on passe de nouveau à la souveraineté monarchique, alors qu'on avait connu un temps avec la Révolution ce qu'on appelait la souveraineté nationale, et ce sur quoi vous avez travaillé pendant votre devoir. Euh, Plus globalement, le roi Louis XVIII va prendre un certain nombre d'actes, de décisions, dans une volonté d'effacer la période révolutionnaire. Donc, par exemple, à l'intérieur, dans le royaume, il va supprimer le drapeau tricolore pour restaurer le drapeau de l'Ancien Régime, c'est-à-dire le drapeau blanc à fleur de lys. La Marseillaise, chant révolutionnaire, ô combien symbolique, eh bien, la Marseillaise va être interdite. Plus symboliquement aussi, les cendres de Louis XVI, qui ne se trouvaient pas parmi les autres souverains français, sont ramenées à la basilique de Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis où normalement on trouve les cendres et les dépouilles, en tout cas, les restes, les ossements de la plupart des souverains français, même si ceux-ci sont bien souvent manquants parce que les révolutionnaires, pendant les périodes les plus sombres de la Révolution, sont allés jusqu'à sortir de leur cercueil, de leur sarcophage, les restes des anciens souverains de l'Ancien Régime et n'ont pas hésité à disperser les ossements, voire vendre les ossements au titre de reliques. Et je vous invite pour cela à regarder un excellent reportage que vous pouvez trouver sur Internet sur qu'est-ce que devenue la tête d'Henri IV, puisque pendant des dizaines d'années, voire des siècles, on a perdu la tête d'Henri IV suite à ces événements et on a fini par la retrouver et l'authentifier aujourd'hui. À l'intérieur, toutes ces mesures sont prises. À l'extérieur, la France, on l'avait vu, intègre la Sainte Alliance dès 1818, seulement 4 ans après son retour sur le trône. Et la France a participé en 1823 à la répression en Espagne pour contrer les tentatives d'imposer une monarchie constitutionnelle
à Ferdinand VII. Cependant, Louis XVIII est bien conscient qu'un retour pur et simple à l'ancien régime est impossible. C'est pour ça qu'il va octroyer ce qu'on appelle une charte à son peuple, faisant par là même en fait de son gouvernement une monarchie, mais constitutionnelle et non plus une monarchie absolue. Parce que qu'est-ce qu'une charte? Eh bien, une charte, alors ici vous avez le portrait sur votre gauche de Louis XVIII, hein, qui retrouve les attributs de la royauté. Ici, vous avez l'épée, symbole de commandement, vous avez le sceptre, symbole de commandement, la couronne, symbole, l'épée aussi, pouvoir guerrier. Vous avez le manteau bleu, le bleu renvoyant à la couleur associée aux Capétiens, avec les fleurs de lys. Vous avez l'ordre de Saint-Louis. Donc tous les symboles de la royauté sont là. Vous pouvez retrouver des portraits assez similaires de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI. Et donc, après cet aparté, je reviens sur qu'est-ce qu'une charte. Une charte, c'est un texte constitutionnel, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il va donner une constitution en quelque sorte à son régime, que le roi accorde et qui accepte de son propre chef de limiter ses pouvoirs de chef de l'État. C'est la différence par rapport à une constitution, parce que la constitution, elle est votée par les représentants du peuple, alors que la charte, c'est finalement une constitution, mais que le roi octroie, qu'il a la grandeur d'esprit, si on peut dire, d'octroyer. Donc, euh, en quoi consiste cette charte? Bon, si vous aviez été en classe, je vous aurais donné deux petites questions à travailler dessus. Notamment étudier les principes et les fonctionnements de cette monarchie constitutionnelle. Donc, on retrouve certains aspects défendus par la Déclaration des droits de l'homme et les idées de la Révolution française. Par exemple, l'article 1 de la charte dit que les Français sont égaux devant la loi, donc on trouve la notion d'égalité devant la loi. L'article 4 dit leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Ça veut dire que là, cet article 4 est contre ce qu'on appelle l'arbitraire, c'est-à-dire la possibilité d'être arrêté sans en connaître le motif ni la durée, comme ça pouvait exister sous l'Ancien Régime avec les lettres de cachet ou comme ça pouvait être dénoncé en Angleterre dans la monarchie constitutionnelle anglaise avec l'habeas corpus. L'article 6 réaffirme affirme que la religion catholique est la religion de l'État, non plus simplement une religion parmi les autres. L'article 8 souligne le fait que les Français ont le droit de publier, de faire imprimer leur opinion, donc c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de libertés qui subsistent venant de la Révolution. Donc il y a une liberté notamment de la presse. Par contre, on retrouve ici dans la première partie le fait que le roi de nouveau personnifie le pouvoir, hein. Euh, il écrit nos peuples hein, était quoi, notre premier devoir envers nos peuples, notre couronne. Donc il y a cette idée, vous savez, de possession qu'on avait pu voir avec la souveraineté et la proclamation de Louis XV devant le Parlement de Paris en 1766. Donc le roi est seul détenteur de l'autorité et le catholicisme, comme c'est indiqué par l'article 6, redevient religion d'État et n'est plus une religion parmi les autres et n'est plus une religion quasiment interdite comme elle pouvait l'être pendant la Révolution. Et puis le document 2 donc, nous présente précisément le système politique qui découle de cette charte de 1814. Et cette charte de 1814 montre que le roi a un pouvoir exécutif particulièrement important, il est inviolable et sacré à partir de 1825. Il prépare la loi, il peut légiférer par ordonnance, c'est-à-dire créer des lois tout seul en quelque sorte. Il peut dissoudre la Chambre des députés, il nomme la Chambre des pairs, il nomme et renvoie les ministres. Et finalement, il ne dépend pas du tout des députés ni de la Chambre des pairs, qui est un peu l'équivalent du Sénat aujourd'hui, hein, c'est les deux instances du pouvoir législatif. Donc on voit qu'on a un pouvoir exécutif extrêmement fort et un pouvoir législatif finalement qui est fortement soumis au pouvoir exécutif, d'autant que le roi lui-même prépare la loi et peut légiférer par ordonnance. C'est-à-dire que le roi intervient dans le domaine législatif, il a évidemment le domaine exécutif et qu'il n'a de compte à rendre finalement à personne. On voit également que c'est une démocratie limitée, hein, puisque seuls les citoyens les plus riches votent par suffrage censitaire, environ 100 000 personnes, et seules les personnes les plus riches peuvent être élues à la Chambre des députés ou à la Chambre des pairs. Donc on est loin d'être dans un système démocratique comme du temps de la République, de la Convention par exemple.